Bonjour à tous, bienvenue au webinaire. Le webinaire va commencer dans une petite minute. On va peut-être pouvoir commencer, 17 h. Bonjour à tous, bienvenue. Donc, je suis Valérie Plantard de l'ARIA Hauts-de-France, dernier webinaire animé par l'ARIA cette année. Et donc aujourd'hui, nous avons pour ambition de vous aider à mieux comprendre et donc à pouvoir solliciter les mesures de soutien aux sous-traitants automobiles. Les experts qui vont nous éclairer aujourd'hui sont alors par ordre d'apparition. Pete Hamlott, qui est directeur compétitivité à la PFA. Donc, pour rappel, la PFA, c'est la plateforme de la filière automobile et des mobilités. Interviendra ensuite Benoît Charles, qui est responsable accompagnement chez BPI France. Puis Olivier Mesureur, donc référent automobile au service économique de l'État en région, la directe. Voilà, le programme que nous vous proposons pour une fin. On commencera par un point sur l'actualité de notre filière. Donc, ce sera une intervention de Pete Hamlott. Ensuite, nous vous présenterons plusieurs dispositifs d'accompagnement individuel. Puis Olivier Mesureur interviendra sur les aides à l'investissement, dont l'appel à projet plan de relance pour l'industrie, secteur automobile. Et viendra enfin un temps de questions-réponses. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que la session est enregistrée, donc nous regardons la possibilité de rendre le replay accessible par la suite. Rappel également, vos micros sont coupés pendant toute la durée de l'intervention. Par contre, vous avez la possibilité de poser vos questions via le chat, donc, qui se situe à droite de votre écran. Et en fait, l'équipe d'organisation se charge de récupérer les questions qui seront posées en fin de séance. Et si jamais on n'a pas le temps de répondre à toutes vos questions, sachez qu'on va les récupérer, les poser à nos intervenants qui pourront alors se mettre en lien avec vous pour y répondre. Donc voilà, assez parlé, je cède la parole à Pete pour nous présenter l'actualité de la filière auto. Pete, si tu veux bien. Okay. Merci Valérie. Bonsoir à tout le monde. Donc, dans cette partie, j'ai prévu de vous parler de trois choses. D'abord, un point sur l'état du marché automobile en France, Europe et dans le monde. Je ferai un petit topo sur la réglementation et je finirai par un dernier point sur l'évolution de la production automobile. Donc, laissez-moi commencer par le marché. Donc, le marché automobile en France en 2020, sans grande surprise, est en très forte baisse sur tous les segments. Ce que vous voyez à l'écran, ce sont deux tableaux. Le tableau à gauche, c'est le marché au mois de novembre 2020 par rapport au mois de novembre 2019. Et à droite, c'est le cumul des 11 premiers mois de 2020. Et donc, on voit sur le marché véhicules légers, donc VP et VUL, nous sommes à moins 25,3 en France. Pour les VP, on est aux alentours de moins 27. Les VUL se comportent un tout petit peu mieux à moins 17. Et puis en VI, on est aux environs de moins 27 aussi. Donc, vous voyez, sur tous les segments, il y a quand même une très forte baisse. Si on regarde le slide suivant, là, on a un peu plus de détails mois par mois. Donc, faut noter, ce sont des chiffres ici VP, donc véhicules particuliers uniquement. Donc, en rouge, on a la courbe des ventes mensuelles en 2020 comparée aux autres courbes qui sont pour 2017, 18 et 19. Donc, sans surprise, on voit aussi le très fort décrochage du marché au mois de mars, avril et mai,
avec un mois d'avril, vous vous souvenez peut-être, qui était à moins 90% par rapport le même mois de l'année d'avant. Ensuite, on voit qu'à partir du mois de juin et en fait la mise en œuvre aussi du plan de relance du gouvernement, le marché a fortement repris, est revenu à des niveaux très comparables des années précédentes. Et avec le deuxième confinement, au mois de novembre, on a vu à nouveau une rechute du marché. Et puis, on attend bien sûr ce qui va se passer au mois de décembre. Donc, en cumul, je vous rappelle, donc sur les 11 premiers mois sur les VP, on était en moins 27. On s'attend à finir l'année aux alentours de moins 25 donc pour la France. Si on regarde maintenant des chiffres équivalents pour l'Europe, c'est une image très, très similaire. Hein. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est juste la comparaison 2019 et 2020. Enfin, il reste un petit bout de 2018 pour le mois de décembre, mais globalement, en cumul, pour les VP en Europe, on est aussi aux alentours de moins 25, moins 26%. Et là aussi, on estime de finir l'année aux alentours de moins 25. Donc ça, c'est la France et l'Europe. Pour le monde, je n'ai pas de graphique, mais par contre, le monde, on s'attend à finir à moins 15, donc ce qui est quand même nettement meilleur que la France ou l'Europe. Mais c'est surtout tiré par la Chine qui a fortement baissé tout en début de l'année, mais qui a aussi très fortement repris sur la deuxième partie de l'année. Et donc, ça tire le monde vers une baisse de seulement, entre guillemets, moins 15% sur l'année 2020. Maintenant, donc si on regarde à l'intérieur du marché français, si on regarde un peu plus dans le détail les types d'énergie, donc ici, on voit les parts de marché du diesel. Donc, le graphe en bas, c'est mois par mois la part de marché du diesel dans les ventes de VP. Le petit graphe en haut, en fait, c'est la moyenne, c'est la part de marché sur la moyenne par an. Et donc, on voit, bien sûr, on le sait tous, une très forte baisse du diesel dans les dernières années, mais une certaine stabilisation qui se présente avec des parts de marché qui semblent se stabiliser autour de 30-31% en France. Et pour l'Europe, il y a une stabilisation aussi, mais à un niveau un peu inférieur à la France, donc légèrement en dessous des 30%. Donc ça, c'est pour les diesels. Donc ensuite, la grosse part de marché, c'est l'essence. Hein. Donc on tourne autour de 57% de part de marché de l'essence en France. Maintenant, si on regarde les véhicules électrifiés, donc les véhicules électriques à batterie et puis les véhicules hybrides rechargeables. Là, en termes de part de marché totale, on est aux alentours de 10% en France. C'est une énorme augmentation par rapport à l'année dernière. Donc, à gauche, ce que vous voyez, c'est ce marché donc, de véhicules électrifiés en France année par année, donc 2018, 2019 et 2020. À chaque fois, donc pour VE et VHR, vous avez en pointillé l'objectif qui était fixé dans le contrat stratégique des filières, et puis en courbe pleine, c'est les ventes réalisées. Et donc, on s'attend vraiment à finir l'année 2020 aux objectifs, hein, donc aux alentours de 100 000 véhicules en France électriques à batterie et 70 ou 75 000 de véhicules hybrides rechargeables. Et donc, comme je disais, ça nous mène à une part de marché de ces deux ensemble aux alentours de 10% pour la France. Et à droite, vous avez les chiffres pour le parc. Si on passe à la slide suivante, donc c'est l'impact qu'on voit sur le CO2. Vous avez donc le CO2 moyen des ventes de VP neuves mois par mois, et donc on voit vraiment ce grand décrochage à partir de janvier 2020. Et donc, c'est pas étonnant, hein, 2020, c'est la première année où les constructeurs sont traqués sur leurs émissions moyennes des ventes. Et donc, vous voyez très, très bien cette tendance ici sur la France. Bon, c'est pareil sur d'autres pays en Europe, mais avec la France qui est parmi
parmi les marchés à CO2 le plus bas de l'Europe. Mais vous savez donc que chaque constructeur doit respecter son seuil d'émission de CO2 en moyenne sur 2020. Ce seuil se trouve aux alentours de 95 grammes par kilomètre. Et donc, c'est ce qui explique très fortement cette tendance. On verra bien sûr à la fin de l'année et puis en début de l'année prochaine quelle a été la performance de chacun des constructeurs vis-à-vis de sa cible. Normalement, les deux constructeurs français devraient, ont annoncé en tout cas, devoir pouvoir atteindre leur seuil. Et si on se projette un tout petit peu plus dans les années à venir, aussi sur le CO2, et là on passe à la slide suivante. À gauche, vous avez toujours un graphe donc, qui présente les émissions moyennes des CO2 des véhicules neufs. Maintenant, c'est sur le périmètre Europe. Pour des VP, donc l'échelle de temps, elle commence à 1990. Donc vous voyez cette baisse sur les dernières décennies. L'objectif de 95 grammes qui est indiqué, donc il y a vraiment un step à faire entre l'année dernière où la moyenne en Europe était à 122 et où cette année on doit donc atteindre 95 grammes. Ce grand step, vous le voyez, donc, mais vous avez vu aussi à la slide précédente en tout cas en France, et puis comme je le disais, c'est pareil pour les autres pays, les constructeurs sont en train de vraiment se rapprocher de cette cible. Mais donc ça, c'est 2020. On sait qu'il y a des cibles aussi pour les années 2025 et 2030 qui ont été fixées fin 2018, et c'est les 81 grammes que vous voyez là et les 59 sont les objectifs actuels. Mais il y a aussi entre-temps, donc depuis fin 2018, il y a aussi maintenant les discussions autour du Green Deal et qui risquent de encore sévériser ces objectifs. Et ça va dépendre donc des discussions sur 2021, entre autres. Mais il n'est pas improbable que l'objectif 2030, il devienne nettement plus sévère encore que 59 grammes et pourrait se situer autour de 40 ou 43 grammes, ce que vous voyez indiqué à l'écran. Ce que ça signifierait sur le mix énergétique, on a essayé de le représenter un peu à droite. Donc, vous avez le mix énergétique pour 2019 en haut, ensuite une estimation pour 2020 et en bas, les deux barres sont les deux scénarios pour 2030. Donc, qu'est-ce que ça impliquerait comme mix énergétique si on veut atteindre ces valeurs de CO2. Donc, vous voyez bien la très forte baisse des motorisations thermiques, donc essence en jaune et diesel en brun. Vous voyez déjà pour 2020 l'augmentation des parts de marché du VE et des VHR, donc ce qui sont les deux couleurs vertes. Mais si on se projette maintenant en 2030, là on voit déjà dans le premier scénario des 59 grammes une très forte augmentation encore des VHR, VHE, donc où on commence à atteindre vraiment presque la moitié du marché. Mais l'impact d'une sévérisation autour du Green Deal signifierait encore une plus forte augmentation de ces parts de marché. Et donc, on estimerait qu'il faudrait environ 2/3 des ventes en 2030 en électrique rechargeable, électrique hybride rechargeable ou à batterie ou à hydrogène, même si ça restera encore marginal à cet horizon-là. Et donc, 2/3 des ventes qui devraient se faire dans ces segments-là. Et maintenant, je vais finir mon petit propos d'introduction par la production. Deux slides là-dessus. D'abord, la production en France. C'est un graphe que j'ai tiré des Échos il y a quelques jours. Donc, l'évolution de la production automobile. Cette année, en France, on s'attend à environ 1,3 million de véhicules produits. Et là, je parle de VUL et VP, ce qui signifie une baisse de moins 42% par rapport à l'année dernière. C'est une baisse plus forte que le marché. C'est lié, bien sûr, au Covid, mais aussi, et vous le savez, à la délocalisation de certains modèles cette année. Donc, on pense à la 208 et la 2008 pour Peugeot, mais aussi à la Clio pour Renault. Et puis aussi au fait que les ventes de certains modèles qui sont produits en France commencent à s'essouffler un peu, ce qui explique cette plus forte baisse que le marché.
Maintenant, et pour finir, si on compare la production automobile en France par rapport aux autres pays européens, ben on voit que la France, en fait, la baisse en France, elle est plus forte que dans les autres pays. Ce que vous voyez à gauche, ben, c'est cette baisse. Par contre, donc vous voyez 47 ici pour la France et pas 42, c'est parce qu'ici, on ne compte que les VP. Donc, et la baisse de la production de VP en France est encore plus forte. Donc, donc vous voyez le positionnement par rapport aux autres pays. Et à droite, vous avez un peu plus de détails. Et ce qu'on peut constater aussi, c'est que la France, en 2020, elle tombera en fait de la 3e position de producteur de VP en Europe à la 5e position. Donc, bon, elle était déjà bien derrière l'Allemagne et l'Espagne. Mais maintenant, elle doit aussi laisser devant elle la République tchèque et la Slovaquie, qui pour la première fois commencent à devancer la France sur la production automobile. Et voilà mon petite introduction. Merci beaucoup, Pete. Bonne et moins bonne nouvelle. Enfin, je résume rapidement, mais du coup, je propose qu'on regarde de plus près. Donc maintenant, les dispositifs qui sont mis en place pour soutenir notre filière, en commençant par les accompagnements individuels. Donc, je vais te redonner la parole, Pete, pour nous présenter le dispositif qui est ciblé sur les entreprises en capacité de se diversifier. Donc, c'est la suite. Oui, ok. Je parlerai donc d'un dispositif de diversification qui a été mis en place par la PFA et la DGE. Donc, c'est sur financement de la DGE. L'objectif de ce dispositif, c'est d'accompagner les entreprises de façon individuelle dans une démarche de diversification. Et donc, il y a 2 volets à ce dispositif. Donc, il y a un premier volet. Je ne sais pas si vous voyez la prochaine slide. Donc, il y a 2 volets. Donc, le premier volet, c'est vraiment un travail sur une analyse stratégique ou une analyse de la stratégie de l'entreprise et définition d'une stratégie de diversification et son plan d'action détaillé. Donc, ça, c'est le premier volet. Dans le cadre de ce volet, donc, on peut se faire accompagner à hauteur de 12 jours par un consultant. Et puis le deuxième volet, c'est pour prendre la suite du premier et c'est destiné à se faire aider dans la mise en œuvre du plan d'action. Et ça, c'est aussi lié à une expérience qu'on avait eue par le passé, où on avait pu aider un certain nombre d'entreprises à se diversifier, mais que derrière, pas mal d'entreprises, une fois qu'on a le plan d'action, c'était quand même très utile de pouvoir se faire accompagner encore un peu plus sur la durée pour mettre en œuvre les différents points, les différentes actions du plan d'action. Et donc maintenant, il y a ce deuxième volet. Et dans ce cadre de ce deuxième volet, on peut faire appel à une vingtaine de jours de consultants, donc pour, de façon très pratique, mettre en œuvre les différentes actions. Si on regarde donc à qui ce dispositif s'adresse, d'abord, il faut être une PME, une ETI de la filière auto en France, impactée par les différentes transformations qui sont en cours. Faut avoir de préférence une activité industrielle parce qu'en fait, à la base, le dispositif a été construit pour ça, mais on n'exclut pas d'autres activités. Et il y a déjà des entreprises d'ingénierie qui sont rentrées dans le programme aussi parce que aussi l'ingénierie est très fortement impactée par les transformations et par la Covid. Et donc, on cherche aussi à aider d'autres types d'entreprises et pas uniquement des entreprises industrielles. Il faut être actif dans le secteur auto, donc avoir un chiffre d'affaires d'au moins 20% dans l'automobile. On peut être des filiales ou des sites de groupes étrangers à condition, et on l'indique là, que le dirigeant de la structure ait quand même suffisamment d'indépendance et de pouvoir de décision par rapport au head office, si on peut le dire, étranger. Et donc, si on définit une certaine stratégie, qu'il y a aussi l'assurance qu'elle va pouvoir être mise en œuvre derrière.
Et puis, on mentionne aussi, mais c'est assez trivial, enfin, c'est assez normal, il faut une bonne adhésion du dirigeant. Et en même temps, faut être aussi sûr que on va pouvoir entraîner ses équipes ou son équipe dans la démarche. Et puis, en termes d'entreprise en difficulté, on ne peut pas, dans ce dispositif-là, il n'est pas destiné à traiter des situations de redressement judiciaire ou de dépôt de bilan, parce que il y a d'autres dispositifs pour aider des entreprises qui sont dans ce cas-là. Maintenant, si on passe à la prochaine slide, de façon très pratique, donc le dispositif il est ouvert, hein, donc il est ouvert depuis septembre, et les sélections des dossiers se font au fil de l'eau, donc il n'y a pas de date limite, enfin il n'y a pas de date fixe dans le calendrier. Donc le coût pour l'entreprise, donc en fait vous avez vu le nombre de jours de consultants auxquels on peut faire appel. Un jour de consultant coûte 1 200 € hors taxe par jour, et il y a 1 000 € qui est pris en charge par la subvention. Donc ça veut dire que le reste à charge pour l'entreprise est de 200 € par jour de consultant. Et donc vous avez vu, donc le volet A, ça peut aller jusqu'à 12 jours, et puis le volet B jusqu'à 20 jours. Donc vous faites la multiplication et ça vous donne la reste à charge pour l'entreprise. Et maintenant, concrètement, donc pour en bénéficier, donc qui contacter? En fait, il y a deux pistes en fait pour rentrer dans le dispositif. La première piste, et c'est celle qui est privilégiée, c'est de contacter votre pôle ou ARIA ou la directe, donc la cellule, ou un représentant de la cellule régionale automobile, donc il va regarder le dossier et vous aider à monter le dossier et puis ensuite nous transmettre. Ou la deuxième piste de remontée des dossiers, c'est via un des consultants, et on va vous montrer la liste de consultants qui a été habilité. Et donc, les consultants peuvent aussi nous remonter des dossiers, mais dans ces cas-là, on cherche à chaque fois quand même à avoir la validation de la cellule régionale pour pouvoir avancer là-dessus. Donc voilà. Et ici, donc, pour l'instant, il y a une bonne dizaine de consultants qui sont habilités sur ce dispositif et donc qui peuvent vous accompagner dans les activités. Super, merci Pete. Alors les entreprises fragilisées, elles peuvent se faire accompagner de manière plus spécifique. Il existe des dispositifs d'accompagnement, et donc ce que je propose, c'est que Benoît Charles de BPI France puisse nous expliquer un petit peu parce que BPI propose pour ces entreprises. Benoît, je vous passe la parole. Merci Valérie, bonjour à toutes et à tous. Alors je vais être un peu dans le prolongement de ce qu'a dit Pete sur les dispositifs d'accompagnement que l'on peut délivrer chez BPI France. Alors il y a surtout un dispositif qui est dédié, qui est un dispositif qui s'appelle Cash BFR pour tout ce qui est en fait gestion de la trésorerie. On sait très bien, la trésorerie c'est le nerf de la guerre, c'est un élément très important. Je ne reviendrai pas sur les conditions d'éligibilité puisque c'est un peu la même chose ce qui était présenté précédemment. Donc forcément, une entreprise, soit PME, soit ETI, effectivement qui connaît une situation fragile ou en difficulté, mais on peut les accompagner pour autant avec un programme dédié qui intervient sur un accompagnement de 10 jours hommes, où on travaillera avec quelqu'un qui est de BPI France, qui viendra cadrer et restituer, avec un consultant extérieur qui est habilité à faire ce type de diagnostic. Alors, on a une volumétrie qui nous permet de le faire à plus de 100 unités pour ce type de diagnostic. Donc, je vais pas revenir sur les grandes règles, je vais juste vous présenter le module Cash BFR, qui est un module important, je pense, pour vous quand la situation de l'entreprise est quelque peu chahutée. L'objectif, en fait, de ce module, il vise tout particulièrement à identifier différentes opportunités et à apporter en face des méthodologies et des propositions d'action pour relever ponctuellement soit le niveau de la trésorerie en travaillant sur la réduction des stocks, sur le recouvrement des créances, sur des outils de financement court terme, voire des cessions d'actifs rapidement réalisables. On a aussi une volonté à améliorer la profitabilité en continu avec le travail sur la réduction des coûts et des arbitrages
du portefeuille au niveau du pricing. On est là aussi pour vous aider à améliorer la performance opérationnelle. C'est vraiment aussi un vrai sujet, hein, essayer d'éliminer les gaspillages ou réduire les actions sans valeur ajoutée sur votre processus, aussi bien processus d'achat, de vente ou gestion de stock. Et on veut aussi travailler sur l'exploitation des éléments bilanciels, comme je disais, hein, sur la réalisation d'actifs, la mobilisation de créances, de financement par des tiers. Voilà, tout ça, c'est des réflexions que l'on mènera avec vous dans le cadre de ce dispositif. Et cette prestation, elle fait l'objet d'un livrable final qui est présenté à l'équipe dirigeante. L'objectif, c'est aussi d'embarquer votre société lors de la restitution finale. Et le diagnostic, en fait, ce qui va vous être présenté, à minima, c'est de présenter le diagnostic de la situation économique et financière de l'entreprise, qui comprendra notamment un inventaire des sources de financement court terme actionnables. On est aussi là pour hiérarchiser en fonction de leur pertinence, pour vraiment travailler ensemble le plan d'action à court et moyen terme pour l'entreprise. Donc l'objectif, c'est vraiment travailler avec vous sur un schéma de 10 jours. Et là aussi, c'est subventionné avec nos partenaires. Normalement, ce type de diagnostic coûte de 12 à 18 000 euros. Et dans ce cas, le restant à charge pour vous est de 4 000 euros. Donc ça, c'est vraiment un module dédié sur ce qui est le cash. On travaille vraiment sur cet aspect-là. À côté de ça, on a d'autres dispositifs. On a le dispositif qui travaille sur les options de supply. On sait que la performance opérationnelle, c'est quelque chose de très, très important. Et là, l'objectif, c'est de réaliser un diagnostic du mode de pilotage de la production pour vous aider à vous adapter au niveau des pratiques, organisation, processus, outils. Là aussi, c'est un module de conseil qu'on réalise sur 10 jours temps homme de conseil. Alors, ça ne se réalise pas sur 10 jours secs. Les 10 jours sont répartis sur 4 à 10 semaines. Donc, on ne prend pas l'intégralité de 2 semaines non-stop pour faire ce type de diagnostic. Mais l'objectif, c'est vraiment donc se faire accompagner avec un consultant où on réalisera des entretiens internes qui nous permettra de couvrir les fonctions opérationnelles clés de l'entreprise. On fera aussi une revue des documents existants pour bien comprendre les choses et surtout des observations sur site. Donc là, l'objectif de ce type de diagnostic, qui touche tout ce qui est supply, c'est à l'issue de la mission de vous délivrer une sorte de radar de maturité qui sera une représentation graphique qui situera votre entreprise sur 6 axes opérationnels. On reprend l'axe cash BFR qui est très important, l'axe de stock, des fournisseurs, des clients, la gestion et la planification de la production et aussi de la gouvernance et le processus de crise. À travers ça, on vous établira un tableau de bord de suivi d'activité personnalisé. On aura aussi un mode de planification de la production en boucle courte et on délivrera donc le plan d'action priorisé et cadencé dans le temps à la suite de ce diagnostic. Donc vraiment, on a une volonté de vous accompagner en essayant de comprendre au mieux vos problématiques. Ça, c'est 2 dispositifs clés dans le cadre de cette crise qui a chahuté l'activité pour tout le monde. Et sachez qu'à côté de ça, vous avez aussi d'autres modules pour lesquels vous pouvez piocher à une tarification là aussi très bonifiée. Et on pourra travailler, si vous le souhaitez, d'autres sujets qui peuvent être la performance commerciale, la stratégie, la gouvernance, le branding, le marketing, voilà, différents sujets aussi à côté de ces modules, on va dire, dédiés crise. Si vous voulez travailler sur un axe bien précis, sachez qu'on a différentes offres différentes offres dans le catalogue et c'est des offres sur lesquelles vous pouvez aussi nous interroger. Voilà dans les grandes lignes au niveau des actions que l'on peut réaliser ensemble. J'avais plus de son. Merci Benoît. Donc, on a inséré dans la présentation d'aujourd'hui une slide pour vous rappeler que, je veux bien que tu passes la slide suivante, Dana, que l'ARIA Hauts-de-France forme vos équipes pour accompagner votre entreprise dans son développement, la rendre plus performante. Donc, en fait, on tente un programme de subvention qui s'appelle Arinov, donc j'espère que tout le monde connaît. Donc, n'hésitez pas à solliciter votre contact ARIA. Donc, votre contact ARIA, c'est soit mon collègue Pierre-Marie Pierrat pour les 2 départements du Nord-Pas-de-Calais et ou moi pour la Picardie. Donc, on est là pour étudier votre besoin en formation et puis voir comment vous faire bénéficier de cette subvention pour vos formations. Voilà, donc
c'est pour la filière et ce sont on appelle ça des formations en fait. On est vraiment formation-action. Voilà, donc n'hésitez pas à nous solliciter sur ce point-là. C'était important de repositionner ça dans la discussion aujourd'hui. Voilà, on va passer à la suite. Donc, je tourne la page. Donc, on va passer directement au dispositif d'aide à l'investissement. Donc, Olivier, si tu veux bien prendre la parole pour la suite. Oui, merci Valérie. Bonsoir à tous. Voilà, donc je vais vous présenter le nouvel appel à projet qui vient d'être lancé, qui a été lancé fin novembre par l'État via la plateforme BPI France pour soutenir les sous-traitants de l'industrie automobile. Hop. Donc là, je vous ai mis directement le lien qui renvoie donc à la page BPI France qui présente tous les documents et qui présente l'appel à projet. Alors, au niveau du contexte, donc c'est une des actions cet appel à projet, il rentre dans le cadre d'une des actions du plan de soutien à la filière qui a été présenté en mai 2020 par le gouvernement et qui prévoit donc la création d'un fonds d'accompagnement à la diversification notamment et à la modernisation des procédés doté de 600 millions d'euros sur 3 ans. Donc il y a déjà eu un premier appel à projet qui s'est clôturé le 17 novembre, doté d'un peu plus de 200 millions d'euros. Donc là, il y a un nouvel appel à projet qui est ouvert jusqu'au 1er juin, doté d'environ 200 millions d'euros également, et devrait en avoir donc un troisième doté peut-être d'un peu moins de 300 millions d'euros en fonction de la consommation des 2 premiers appels à projet. Et puis, la mise en place de ce fonds, en fait, entre dans le cadre de la mise en place d'un régime d'aide d'État. Alors, moi, je vais insister un petit peu là-dessus parce que c'est une notion importante, même réglementaire. Alors, toutes les aides publiques aux entreprises sont réglementées par l'Europe. Et dans le cadre de la crise Covid, le gouvernement français a demandé à l'Union européenne la mise en place d'un régime d'aide pouvant permettre d'aider jusqu'à hauteur de 800 000 euros des groupes qui subiraient un choc brutal dû à la crise, notamment compromettant leur viabilité, notamment leurs investissements. Alors, donc c'est-à-dire l'État peut accorder ou les collectivités peuvent accorder en cumulé 800 000 euros à une entreprise au sens groupe jusqu'au 30 juin 2021. C'est-à-dire que si une entreprise si un groupe a plusieurs filiales en France et que des aides sont accordées à plusieurs de ces filiales, l'ensemble de ces aides ne doivent pas dépasser 800 000 euros dans le cadre de ce régime d'aide d'État. Donc pour des questions un peu réglementaires, parce que c'est pas forcément toujours facile à appréhender, n'hésitez pas à me contacter. Alors, au niveau des projets attendus sur cet appel à projet, donc c'est identique, en fait, les projets attendus sont identiques à ceux du premier appel à projet. Donc, on attend des projets liés à la diversification d'activités au sein de la filière, pas aéronautique, mais automobile, voire de la filière, la modernisation des outils de production, la transformation numérique, la performance environnementale, ou à la consolidation ou à la reprise d'activité, voire à la mutualisation de moyens industriels. Au niveau de l'éligibilité, donc j'ai repris les principaux critères. Il y en a d'autres, je vous ai mis le lien qui renvoie au cahier des charges de l'appel à projet. Donc, il faut être une entreprise industrielle réalisant au moins 15% de son chiffre d'affaires dans le secteur automobile sur les 2 dernières années. Donc, on prend en compte les 2 derniers bilans pour ce calcul, ou une entreprise industrielle réalisant au moins 20% de son chiffre d'affaires en cumulé dans les secteurs automobiles et aéronautiques de la même façon sur les 2 dernières années. Et le montant des investissements doit être supérieur à 200 000 euros. Alors, au niveau des subventions que vous pouvez obtenir, alors le taux d'intervention nominal qui était de 80% sur l'appel à projet précédent est abaissé à 50%, pouvant aller exceptionnellement jusqu'à 80%. Bon, il n'y a pas de critères aujourd'hui bien définis pour
pour dire quand il peut monter à 80%. Donc avec un plafond donc, de 800 000 € par entreprise au sens groupe, donc si vous êtes éligible au régime temporaire Covid-19. Et à côté, en plus, on met en œuvre également les régimes d'aide d'État classiques, notamment les régimes d'aide recherche, développement, innovation, investissement industriel ou efficacité énergétique et environnementale. C'est-à-dire que vous pouvez, pour un projet, obtenir plus de 800 000 € si, par exemple, vous faites des travaux, par exemple, à la fois de modernisation de vos installations et également des travaux de recherche et développement. Alors, au niveau des dépenses éligibles, j'attire votre attention sur quelques points. Au niveau du démarrage des travaux, vos travaux ne doivent pas, enfin, votre projet ne doit pas démarrer avant le contrôle de la réception du dossier complet par BPI France. Donc, ça sera vu par un mail que vous envoie BPI France pour vous dire que votre dossier est bien complet et donc il est éligible. Et ça ne sera pas avant pour la première levée, j'y reviendrai, ça ne sera pas avant le 26 janvier au mieux. Et donc, toute dépense engagée antérieurement, donc bon de commande, contrat, au dépôt du dossier éligible ne pourra pas être pris en compte à l'appel à projet. Deuxième point important aussi, la part de l'immobilier ne peut pas excéder 20% du total du budget d'investissement éligible, sauf excepté dans le cas de projets de diversification ou d'investissement dans de nouvelles activités. Là, dans ce cas-là, une part plus élevée pourrait être prise en compte à titre exceptionnel. Et enfin, les investissements marketing et commerciaux peuvent également rentrer dans les dépenses éligibles. En général, ils seront pris en compte au titre du régime Covid, au titre du régime Covid-19, donc dans l'enveloppe des 800 000 €. Alors, comment déposer son dossier? Donc, tous les documents qu'on doit fournir sont disponibles et indiqués à l'adresse voilà, que j'ai indiquée. Donc, il y a un certain nombre de documents à compléter, plus des pièces réglementaires, type cabis, régularité fiscale et sociale, etc. Et je vous invite à lire vraiment attentivement le cahier des charges, la foire aux questions et le guide de dépôt en ligne sur l'extranet BPI France, voilà, qui apportent vraiment beaucoup de réponses aux questions que vous allez vous poser. Voilà, donc là, j'ai juste mis voilà, la page de BPI France qui explique en quoi consiste l'appel à projet et puis qui recense l'ensemble des documents nécessaires au dépôt du dossier. Alors, au niveau de la sélection des dossiers, donc là, j'ai repris ce qui est indiqué dans le cahier des charges. Donc, il y aura trois rôles. Alors, une différence par rapport à l'appel à projet précédent, où la sélection des dossiers se faisait au fil de l'eau. Là, ça se fera par vague de relève. Donc, il y aura une relève le 26 janvier midi, une deuxième relève le 35 mars midi, et une dernière relève le 1er juin 2021 midi. Donc, en fait, il y a eu cette modification pour pouvoir mieux comparer les dossiers entre eux au niveau national à chaque relève. Donc, il y aura plus de facteur temps, c'est-à-dire que si vous voulez participer à la relève du 26 janvier, que vous déposiez votre dossier le 20 décembre ou bien le 21 janvier, ça n'aura aucun impact en fait sur la chance de sélection en fait au final. Alors, on va regarder pour la sélection donc l'adéquation du contenu du projet, sa pertinence, bien sûr sa faisabilité, la qualité du modèle économique, ses retombées économiques et sociales, notamment en termes de maintien ou de création d'emplois, et l'incitativité de l'aide publique pour la réalisation du projet. Alors, au niveau de l'instruction et de la décision d'attribution de l'aide, donc l'instruction des dossiers menés par BPI France, donc en lien avec la DGE, donc le ministère délégué à l'industrie. Dans ce cadre, BPI France peut être amené à prendre contact avec vous pour des compléments d'information, bien pour mieux évaluer votre projet. Il y a un avis qui est fourni également par la Directe, donc le service économique de l'État en région, et la décision finale est prise par le ministère, donc par la DGE.
Et ensuite, si vous êtes lauréat, le BPI France prend en charge la contractualisation et le suivi des projets, donc l'ensemble du back-office pour les paiements. Alors, je vais anticiper 3 questions que vous posez peut-être. Alors, la première, c'est que mon entreprise n'a pas été retenue à l'appel à projet 2020, puis-je candidater à l'appel à projet 2021? Alors oui, tout à fait possible. Dans ce cas, je vous conseille de prendre contact avec moi pour voir enfin, les raisons qui ont amené à ce que votre dossier ne soit pas retenu en 2020, pardon, et voir ce qui pourrait être amélioré pour l'appel à projet 2021. Si vous avez déjà été retenu à l'appel à projet 2020, est-ce que vous pouvez encore candidater à l'appel à projet 2021? Alors oui également, si le montant attribué sur le régime Covid-19 n'a pas atteint les 800 000 euros. Donc si par exemple vous avez déposé un projet qui était lauréat et vous avez obtenu par exemple 400 000 euros sur l'enveloppe Covid, il reste 400 000 euros disponibles. Donc vous pouvez représenter un projet pour les 400 000 euros restants. Ou bien si l'enveloppe Covid a été consommée entièrement ou si elle est proche d'être consommée entièrement, il faut que vous présentiez des dépenses pour être prises en charge par les autres régimes classiques que j'ai présentés tout à l'heure, notamment par exemple par le pris en charge par le régime recherche et développement. Et dans ce cas-là, donc, je vous conseille également de me contacter au préalable pour qu'on étudie quel régime pourrait être applicable à votre dossier. Enfin, puis-je candidater aux appels à projets automobiles et territoires d'industrie ou territoires? Alors, la réponse est non, s'il s'agit du même projet, c'est-à-dire si les mêmes dépenses sont présentées aux 2 appels à projets. Voilà, et enfin, donc, j'ai rappelé les liens vers la page BPI France et puis également mon adresse mail. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez des questions, je vous rappellerai. Merci Olivier. On continue avec d'autres possibilités d'aide pour l'investissement, si tu veux bien. Alors, en parallèle, en fait, a été mis en place courant novembre 2 guichets qui sont gérés par l'ASP, en fait, qui est une agence publique, voilà, qui gère des paiements pour le compte de l'État notamment et des collectivités. Le premier guichet est lié à l'industrie du futur. Hop, j'ai mis le lien du site. Alors, pour être éligible, il faut forcément être une PME ou une ETI. Donc, la définition exacte de la PME au sens européen et de l'ETI au sens français est rappelée sur le site de l'ASP, qui investit sur le territoire national dans un bien relevant d'une catégorie suivante. Donc, voilà, donc là, j'ai mis la liste des grandes catégories des biens. Et surtout, vous pourrez voir le détail des équipements éligibles au sein de l'onglet 2 du fichier où j'ai mis le lien. Donc voilà, donc ça va concerner des équipements robotiques, cobotiques, des logiciels liés à l'intelligence artificielle, etc. Au niveau du taux d'intervention, il va être un peu moins intéressant sur l'appel à projet automobile. Il est de 40%. Alors, limité à 200 000 euros, correspondant au plafond autorisé par le régime des minimistes. Donc, si vous avez des questions par rapport à ce régime, je pourrais y revenir. Et 800 000 euros correspondant au plafond autorisé par le régime temporaire Covid-19 si vous y êtes éligible. Et donc, si vous avez déjà obtenu de l'aide sur l'appel à projet automobile ou sur un autre appel à projet dans le cadre de ce régime d'aide, en fait, l'aide que vous allez obtenir sur l'ASP va se cumuler en fait à ce que vous avez déjà obtenu, et dans tous les cas, vous ne pouvez pas dépasser les 800 000 euros. Et donc, spécifiquement pour les PME, au-delà des limites imposées par ces 2 régimes d'aide, les PME peuvent bénéficier d'une subvention au titre d'un autre régime d'aide d'État qui s'appelle régime d'aide PME, sans limite de montant, avec un taux de 20% de subvention pour les petites entreprises au sens groupe et 10% pour les moyennes entreprises également au sens groupe. Alors, à noter qu'il n'y a pas de minimum
Il n'y a pas de minimum de dépenses à présenter à cet appel à projet, ni de maximum. Et c'est un guichet, donc en fait, il n'y a pas l'aspect sélectivité comme sur l'appel à projet. Donc, c'est pas un concours. Par contre, il est ouvert jusqu'au 31 décembre 2020. Donc, vous pouvez faire. Donc là, il faut se dépêcher pour déposer ces dossiers. Il y en a énormément. Donc, les délais comment dire, de réponse risquent d'être assez longs. Et donc, pour profiter en fait du régime d'aide Covid-19, c'est indiqué qu'il faut rendre son dossier avant le 15 décembre, mais en fait, voilà, faut pas tenir compte de cette date. Vous pouvez en fait déposer votre dossier jusqu'au 31 décembre. Ce guichet ne sera peut-être pas reconduit en 2021. Et voilà, donc j'ai mis toutes les indications, vous pourrez trouver donc sur le site, enfin, vous pourrez retrouver toutes les indications en fait sur ce guichet sur le site internet suivant. C'est très important de lire la notice, de suivre scrupuleusement la procédure. Et si vous avez des questions, en fait, il faut les poser directement sur le site, enfin à l'adresse voilà, que j'ai notée et qui est reprise sur le site internet de l'ASP. Alors, il y a un deuxième guichet qui a été ouvert pour aider les entreprises à la décarbonation de leur process. Voilà, alors celui-là, il est ouvert jusqu'au 31 décembre 2022, donc pendant une période beaucoup plus longue. Et il est ouvert surtout à toutes les entreprises industrielles, donc de toute taille. Alors, sont éligibles à ce guichet 3 grandes familles d'investissement réparties en 18 catégories. Donc, bon, il y a beaucoup de catégories différentes. Il n'y a pas de montant minimal de dépenses. Par contre, il y a un montant maximal de dépenses fixé à 3 millions d'euros. Parce qu'en fait, pour les investissements supérieurs à 3 millions d'euros liés à la décarbonation, l'ADEME propose d'autres appels à projets. Et bien sûr, les investissements ne doivent pas être engagés avant la date de réception de la demande de subvention par l'ASP. Alors, les 3 grandes familles d'investissements éligibles sont liées au matériel de récupération de force ou de chaleur, au matériel destiné à l'amélioration du rendement énergétique d'appareils ou d'installations, et au matériel moins émetteur de gaz à effet de serre, alternatif à des matériels ou des procédés alimentés par des énergies fossiles. Et donc le détail en fait des 18 catégories de matériel éligibles au sein de ces 3 grandes familles est détaillé dans l'annexe d'un arrêté. Donc je vous ai mis le lien en fait qui renvoie donc à l'annexe de l'arrêté. Donc pour voir exactement ce qui est éligible. Alors au niveau des niveaux d'intervention, pour les biens des catégories 1 à 14, donc c'est précis, le taux de subvention est de 50% pour les petites entreprises dans son groupe, 40% pour une moyenne entreprise et 30% pour les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises, toujours au sens groupe. Pour les biens relevant des catégories 15 à 18, le taux de subvention est de 20% pour les petites entreprises, 10% pour les moyennes entreprises et 10% pour les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises, limité à 200 000 euros dans le cadre du régime de minimis et à 800 000 euros dans le cadre du régime Covid-19, si vous êtes éligible. Et là, donc, c'est indiqué sur le site que la demande est à faire pour profiter du régime Covid-19 avant le 31 décembre 2020. Bon, alors cette date, c'est possible qu'elle soit décalée, mais bon, on n'a pas trop d'informations, mais pour l'instant, voilà, elle est fixée au 31 décembre 2020. Donc le guichet est ouvert jusqu'au 31 décembre 2022. Et voilà, donc j'ai rappelé le lien vers le site internet, la notice aussi également à lire et la procédure, ainsi que l'adresse mail auquel vous pouvez poser vos questions si besoin. Alors là, je réponds aussi à une autre question. Dans quel cas, par exemple, aller sur le guichet ASP Industrie du futur ou aller sur l'appel à projet automobile, on va dire que
En gros, l'appel à projet automobile est plutôt dédié aux projets d'entreprise importants. Et le guichet ASP va être là plutôt pour si vous avez besoin d'investir uniquement dans une machine ou deux, voilà, pour des projets plus spécifiques. C'est un peu la différence entre l'appel à projet et le guichet. Merci Olivier. Alors, avant de passer aux questions, une dernière slide sur le fonds de garantie automobile. Alors, c'est un dispositif qui s'adresse aux PME qui sont viables, mais qui sont fragilisées par l'évolution de l'activité de la filière automobile. Par contre, on s'en exclut les entreprises qui font l'objet d'une procédure de redressement de liquidation judiciaire, donc les entreprises qui sont en difficulté, et on s'adresse bien aux PME. Et c'est un fonds qui permet de couvrir jusqu'à 70% des prêts qui sont accordés par les banques aux entreprises afin de couvrir leur cycle d'exploitation. Et ainsi, l'État peut prendre en charge une partie du risque du crédit au travers d'un système de garantie. En fait, l'intérêt de recourir à ce dispositif, c'est que ça peut permettre, faciliter l'octroi d'un crédit par la banque. Alors, on a indiqué quelques financements qui sont éligibles, mais le détail, il y a toute une liste de financements éligibles qui sont disponibles dans la brochure des mesures de soutien aux sous-traitants automobiles qui est disponible sur le site de l'ARIA. Donc, je vous invite pour les entreprises qui sont concernées à aller prendre connaissance de ce dispositif. Voilà. Alors, on a épuisé le temps des présentations. Vient le temps des questions. Alors, moi, j'en ai déjà une. C'est moi qui vais ouvrir le bal. Alors, qui a été posée par Monsieur Barat de l'entreprise Trèves et qui demande, alors ça c'est plus pour Olivier, pour un site qui en parallèle a demandé une aide ASP et qui ne sait pas encore si finalement s'il est élu ou pas, est-ce qu'il peut poster le même sujet sur l'appel à projet? Voilà, est-ce qu'on peut poster un même projet sur les deux guichets en même temps? Alors, normalement, sur le guichet, si l'investissement rentre bien dans le cadre du guichet, même si les temps de réponse risquent d'être longs, vous obtiendrez la subvention. Alors, en parallèle, vous pouvez, rien n'interdit de déposer également un dossier à l'appel à projet automobile. Néanmoins, idéalement, faut mieux éviter de présenter les mêmes dépenses sur le guichet et à l'AAP. Si vous le faites, faut jouer la transparence, puisqu'en fait, on vous le demandera lorsque vous allez déposer votre dossier à l'appel à projet, si vous avez déposé des dossiers ailleurs. Et puis, c'est bien aussi de me l'indiquer. Voilà. D'accord, donc en fait, il faut partager, il faut partager les dépôts et indiquer qu'on a déposé la même chose sur les deux guichets, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. D'accord. Et idéalement, idéalement pas le faire, mais rien n'interdit et de me l'indiquer si c'est le cas. Ok. Alors après, une autre question, mais je pense que Olivier, tu y as, je pense, déjà répondu. En fait, une entreprise, un site qui a déposé un appel à projet 2020, qui a déjà été awardé en 2020, est-ce qu'il peut déposer un dossier complémentaire à son projet sur l'appel à projet 2021? Oui, tout à fait. Alors, j'ai repris un peu les deux cas. Donc, soit il vous reste, soit pour le groupe, il reste de l'argent sur l'enveloppe Covid. L'enveloppe Covid n'a pas été complètement consommée et que les dépenses sont liées à des dépenses de modernisation de l'industrie du futur, par exemple. Alors, par contre, s'il reste plus que 100 000 € sur l'enveloppe Covid et que vous voulez faire des dépenses de modernisation, c'est pas la peine de déposer un dossier à l'AP, parce que ce sera pour 100 000 € de subvention, il sera pas pris, il sera pas pris, il sera pas pris en compte. Par contre, s'il vous reste 300 000 à 400 000 €, là, vous pouvez déposer.
Et puis, vous pouvez également déposer, si les 800 000 € sont déjà consommés, des projets liés notamment, par exemple, à la R&D. Ouais. Donc ça, en fait, vous pouvez vous C'est ce qu'on reporter disait tout à à la l'heure. fois, ouais, voilà. Vous pouvez vous reporter à la fois aux questions voilà, sur la page BPI France, voilà, qui explique un peu tout ça. D'accord. Merci Olivier. Alors, je ne sais pas si on a d'autres questions qui ont déjà été posées sur le chat. Sinon, moi, j'en ai encore une. Donc, je continue. Donc ça, c'est une question qui vient de Monsieur Moyer de Toyota. Pourquoi, alors ça s'adresse plus à Pete de ce fait, pourquoi l'hybride auto-rechargeable n'est pas compté dans les véhicules électrifiés? C'est vrai qu'on parle d'hybride rechargeable, mais pas d'hybride auto-rechargeable. Oui. Bon, j'aurais pu en parler à plusieurs endroits, notamment quand j'ai parlé des parts de marché des différentes énergies dans les ventes actuelles en France. C'est vrai que j'ai pas précisé la part de marché des hybrides auto-rechargeables. Ça tourne autour de 10%. Hein. Actuellement, et puis pour les hybrides rechargeables, c'est autour de 4. Et donc, quand on rajoute les 6 des véhicules à batterie, on arrive à peu près 10. Ce que j'ai appelé effectivement véhicules électrifiés, c'est plus par une sorte de, je sais pas, de convention. Enfin, c'est électrifié. En général, on l'appelle quand on peut connecter le véhicule à la prise. Et en général, ça correspond aussi à ce qui est appelé un véhicule à basse émission, avec des émissions de CO2 en dessous de 50 grammes par kilomètre, ce qui est en général ce que peuvent atteindre aussi les hybrides rechargeables. Et c'est un peu plus difficile pour les hybrides auto-rechargeables. Enfin, je n'ai pas connaissance de véhicules qui sont en dessous de 50 grammes en auto-rechargeable. Donc, c'est plus une question de convention, si je peux le dire, qu'autre chose. D'accord. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais sinon, on peut toujours en discuter après aussi. D'accord. Bah, écoute, on vous mettra en lien si nécessaire. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Moi, j'en ai pas d'autres, en tout cas, qui m'ont été remontées. Alors, nous, à l'ARIA, on est votre interlocuteur, on est disponible pour vous mettre en lien avec les différents intervenants. Merci, voilà, c'est bien, les contacts sont là. Si vous avez des questions, vous nous sollicitez sans problème. Voilà, on passera les demandes. On va devoir rendre l'antenne, on a quasiment épuisé le temps. Je vous invite à remplir le questionnaire qui va apparaître sur votre écran à la fin de l'intervention, voilà, dans un souci d'amélioration continue pour nous. Je vous remercie de votre participation. Je remercie les intervenants pour leur temps, leur disponibilité et leur intervention de haut vol. Et je remercie aussi mes collègues Dana et Christophe qui sont derrière, que vous ne voyez pas, mais qui ont pas mal œuvré pour que tout se passe bien ce soir. Voilà, l'organisation était au top. Et puis, écoutez, je vous souhaite bonne fête de fin d'année. Et puis, je vous dis à l'année prochaine pour d'autres présentations. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Merci, au revoir. Bonne soirée.